sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Et on se retrouve aujourd'hui avec un épisode dédié au Human Design. Alors là, peut-être que tu te dis, c'est quoi ce truc? Hello! C'est quoi le Human Design? Eh bien, pour en parler, c'est très simple. J'ai invité Vanessa Gelos de Son of Mind pour nous parler du Human Design parce que c'est un des meilleurs outils, un des outils les plus complets pour comprendre son mode de fonctionnement et aussi celui des autres. Et donc, je me suis dit que ça allait forcément t'aider en tant que manager. C'est un outil hyper complet qui mêle à la fois des aspects d'astrologie, de chakras et de plein d'autres choses. Mais ça, Vanessa va nous l'expliquer. Elle va nous donner des détails de comment l'utiliser. Qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ton quotidien de manager? J'ai vraiment hâte de te partager l'interview. Je suis sûre que ça va te plaire. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Vanessa, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Feedback pour parler ensemble du Human Design ou du design humain en bon français. Je suis ravie de t'accueillir pour parler de ça parce que j'ai découvert le Human Design, j'ai commencé à m'y intéresser. Ça m'a paru très compliqué. Mais je suis sûre que ça peut intéresser pas mal de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Je suis persuadée que c'est aussi un excellent outil pour mieux se comprendre et pour pouvoir avancer dans la bonne direction dans sa vie. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es, quel est ton parcours avant qu'on plonge dans l'univers du Human Design? Avec plaisir. Bonjour Elodie et bonjour à tout le monde. Un grand merci de m'avoir invitée sur ce podcast. J'en suis ravie. Et c'est un vrai plaisir pour moi de parler du Human Design qui est vraiment aujourd'hui un outil chouchou qui a révolutionné toute ma vie. Et j'espère arriver à te faire partager mon engouement et à le rendre compréhensible. Ah, j'en suis sûre. Alors, qui je suis? Pour te répondre, eh bien, je suis Vanessa. Comme j'aime à le dire, j'ai éternellement 33 ans. Je me suis arrêtée à ça, l'âge du Christ. Exactement, hors taxe. Aujourd'hui, j'exerce le métier le plus à la mode puisque je suis coach en développement personnel et professionnel, spécialisée en Human Design, également formatrice Human Design. Mais ma petite particularité, c'est qu'il y a encore jusqu'à un peu plus de 2 ans, j'étais notaire associée. J'ai été notaire associée pendant plus d'une dizaine d'années en région lyonnaise. Et ce qui explique aussi peut-être que lorsque je parle du Human Design, on va l'évoquer dans un instant, j'y amène beaucoup de concret, beaucoup de choses matérielles, actionnables, activables pour mes clientes. C'est peut-être dû se passer de juriste, là aussi très concrète, puisque je le dis avec souvent beaucoup d'humour, je n'avais pas vraiment un niveau de perchitude très élevé. Ce qui me permet de ramener l'outil dans la matière pour vraiment faire quelque chose d'utile. Oui, c'est vrai, dans les échanges qu'on a eus avant d'enregistrer cet épisode, c'est vrai que ça m'a vraiment marqué avec toi et c'est pour ça que je voulais t'inviter, c'est que en quelques mots, tu as réussi à le rendre relativement simple, ce Human Design. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui t'a amené aussi à t'intéresser à ça? Qu'est-ce que c'est le Human Design? Pourquoi tu t'es plongé dedans? Fais-nous découvrir un petit peu cet univers. Avec grand plaisir. Le Human Design, ça fait à peu près 3 ans que je le connais. C'est un outil pour se connaître, un outil de connaissance de soi qui a la particularité de ne se baser que sur nos données de naissance, date, heure et lieu de naissance. On va pas se mentir, c'est un outil qui a une construction ésotérique puisqu'il a un très gros background d'astrologie, mais il va bien au-delà car il combine le I Ching chinois, qui est un système de divination chinoise, la Kabbale, les chakras, la physique quantique, voire même les neurosciences et l'épigénétique. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, à mon sens, l'un des outils de connaissance de soi les plus poussés, les plus précis qui existent. Et ce qui me plaît dans cet outil, avant de t'expliquer comment je l'ai rencontré, c'est que j'ai eu par le passé recours à d'autres outils comme le MBTI, qu'on connaît bien dans le management, de Myers-Briggs,
le disque qui nous dit si on est, tu vois, par exemple, moi je suis jaune et bleu, ou même l'énéagramme dans d'autres mesures. Ce sont des outils qui sont très performants, mais qui reposent sur des questions. Donc celui qui répond, c'est le mental, avec ce qu'il croit capable de faire ou de ne pas faire, avec la façon dont on a été éduqué, la façon dont Kevin nous a brisé le cœur en 4e, ou bien le petit côté, ça c'est pour moi, quand je me souviens, j'ai fait mon MBTI, je cherche la bonne réponse. Oui, c'est ça, ouais. En fait, ça peut aiguiller un peu. Le human design, il n'y a pas tout ça. Juste les données de naissance, et peu importe ce que me raconte la personne, je vais vraiment découvrir comment on fonctionne, comment on trouve nos opportunités, comment on peut prendre nos décisions, nos talents, nos forces, nos challenges. Moi, personnellement, je l'ai rencontré donc il y a à peu près 3 ans. J'étais encore notaire à ce moment-là. Et c'est ce qui a expliqué que j'ai changé de vie. J'étais dans une phase très, très, très compliquée au niveau de ma santé mentale dans mon travail, qui est une profession qui est merveilleuse, que j'ai profondément aimée, mais dans laquelle je ne me reconnaissais plus, une énorme perte de sens. Et je suis allée au design un peu comme on peut, je sais pas, aller chercher son thème astral, un peu de manière désespérée, en me disant, oh là là, c'est génial, elle va me dire ce pourquoi je suis faite, elle va m'aider à trouver ma voie. Et j'ai fait une analyse human design qui s'est pas hyper bien passée. Pour dire vrai. J'ai pas spécialement accroché sur le moment parce que en fait malheureusement, et je l'analyse aujourd'hui avec le recul, la personne restait très littérale et un peu scolaire dans ce qu'elle m'expliquait, sans faire le lien avec ma vie. Et de fait, quand elle m'explique, on en parlera peut-être dans quelques instants, dans le Human Design, le premier niveau de lecture, c'est de nous dire à quel type énergétique on appartient, un peu comme dans une équipe de foot, si on est calibré pour être attaquant, défenseur, entraîneur, milieu, mes connaissances s'arrêtent là. Et ben, elle a pas fait le lien et me dire, oh là là, Vanessa, tu es générateur, tu es le type le plus solaire, le plus énergétique du Human Design. Alors que moi, à ce moment-là, j'étais toute grise au bout du roule avec des cernes jusqu'au bas joue. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi, son truc, ça n'est pas moi. Je ne me suis reconnue dans rien. Mais il est revenu une 2e fois par le biais des réseaux, une 3e fois par le biais d'une amie qui m'en parle. Et si j'avais bien retenu une chose néanmoins de cette séance, c'était que ma stratégie pour trouver mes opportunités en tant que générateur, c'était de répondre aux opportunités qui se présentent à moi. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je me suis dit, quand même, là, il y a un truc. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je vais me renseigner par moi-même. Là aussi, on le retrouve dans mon design. Je suis d'un profil que l'on dit investigateur. Donc, j'ai acheté 1 livre, 2 livres, 3 livres. Je dis, oh, en français, c'est pas terrible. On va aller voir du côté anglophone. Ah, bah alors là, la caverne d'Ali Baba. Et je suis tombée dans le trou du lapin, exactement comme Alice au Pays des Merveilles. Et je me suis prise de passion, vraiment, pour cet outil qui, à mes yeux, c'est un peu comme dans le film Matrix. Maintenant, j'ai même plus envie de demander leur prénom aux gens, j'ai envie de leur demander leur human design parce que je comprends les rouages de fonctionnement de tout un chacun, les miens bien évidemment en priorité, celui de mon conjoint, de ma mère, de mes clientes, pour vraiment comprendre comment on fonctionne, nos prises de décision et nos interactions. Ok. Effectivement, tu as réussi à aller au-delà de la première mauvaise impression que tu avais eue. Complètement. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'aller au-delà de ça, donc tant mieux. Mais a fortiori avec le recul, en suivant ma stratégie human design de générateur, qui est de répondre aux stimuli extérieurs et non pas d'aller les chercher. Et de fait, quand ça se présente comme ça, on dit, oh, dis donc, ça fait plein de fois qu'il arrive celui-ci. Ouais, il y a clairement un signe à aller chercher. Exactement. Par rapport à ça. Ok. Avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de ce que peut apporter le human design dans la vie professionnelle, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, alors je vais peut-être pas utiliser les bons termes, n'hésite pas à me reprendre par rapport à ça. Les grandes familles, on va dire, voilà, t'as dit que toi t'étais générateur, je crois qu'il y a des manifestors, voilà, il y a pas mal de grandes familles de profils. Est-ce que tu peux décrire très rapidement, sauf s'il y en a 25, mais je ne crois pas. Il y en a que 5, c'est bon. Voilà, c'est ça. Il me semble qu'il y en avait pas beaucoup. Est-ce que tu peux les présenter brièvement pour voir si déjà les personnes qui nous écoutent se reconnaissent dans certains profils? Avec grand plaisir. Donc, vraiment, le human design, pour pouvoir l'analyser, en fait, on va rentrer nos données de naissance. Donc, je l'ai dit, date, heure précise, donc tout ça, notre carnet de santé où on envoie un SMS à maman, et le lieu de naissance. Sur divers logiciels, dont un gratuit qu'on peut trouver sur mon site internet, ça va générer ce qu'on appelle un bodygraph. Une cartographie comme une espèce de plan électrique de comment nous sommes câblés. Et le premier niveau de lecture, parce que vraiment une analyse, j'insiste là-dessus, par exemple avec moi, ça dure quasiment 2 heures. Donc autant te dire qu'en 20 secondes,
on est vraiment sur le premier petit flocon du sommet de l'iceberg. C'est une première classification de notre type énergétique, ces fameux 5 types énergétiques. Et le terme énergétique va renvoyer à la fois à notre niveau d'énergie métabolique, mais également, et selon la sensibilité de chacun, à l'énergétique plus subtile, puisque le Human Design peut nous parler de notre aura. Mais ces 5 types, c'est important de comprendre notre rôle de tout un chacun, et de fait, nous sommes, et c'est parfait, dans un podcast qui parle de management, et j'aime bien expliquer ça avec la métaphore de l'entreprise. Okay. Dans une entreprise, on aurait le PDG, le CEO de l'entreprise. Eh bien, l'équivalent Human Design, c'est le manifestor. Le manifestor a vraiment la particularité de pouvoir initier avec son mental et que ça fonctionne sans, pour le coup, lui chercher de signes extérieurs. Et en revanche, il va avoir un accès à une énergie un peu plus fluctuante, c'est-à-dire qu'il va être au taquet en lancement de projet pendant des jours, des semaines, des mois. Et une fois que ça prend sa vitesse de croisière, là, grosse chute énergétique, il a besoin de se reposer et lui, sa clé, ça va être de déléguer. En face, on pourrait prendre l'image de la force de travail, le salarié, celui qui est vraiment là pour bâtir, pour faire des choses, pour être l'abeille de la ruche, c'est le générateur. C'est mon type énergétique à moi. Je fais une aparté, c'est juste pour un souci de compréhension. Ça ne veut pas dire que si on est générateur, on ne peut pas être entrepreneur, ni inversement en tant que manifestant. Oui, tout à fait. C'est pour juste comprendre un peu l'énergie disponible de chacun. Le générateur, c'est l'abeille de la ruche. Lui, il est fait pour encaisser de très longues heures de travail. C'est plutôt un marathonien, là où le manifestor qu'on a vu précédemment est plutôt un sprinter. Et vraiment, il est calibré pour travailler longtemps, à une condition néanmoins, et c'est ce qu'on avait oublié de m'expliquer il y a 3 ans, qu'il aime ce qu'il fait. Sinon, il n'aura pas d'énergie. Au milieu, on aurait le manager, celui qui est sur tous les fronts, justement, notre couteau suisse, qui est là à la fois pour faire le lien de la direction des salariés, pour initier, pour exécuter, le multipassionné, celui qui court à 200 à l'heure. C'est le type manifesting generator. Multipassionné, véritablement, une tornade de vie. Il est vraiment calibré pour faire tout ce qui l'électrise. C'est lui qui a accès au plus gros volume d'énergie physique dans le Human Design et on l'associe au générateur. C'est un peu son cousin un peu plus excité, comme j'aime bien le dire. Okay. Cette entreprise aurait un directeur des ressources humaines qui est là pour prendre le pouls de tout le monde, pour s'assurer que tout le monde va bien, créer vraiment les team building, les ambiances, les cocons. C'est l'équivalent du Human Design, du réflecteur. Un type très rare, on n'en a que 2% dans la population mondiale, qui vraiment aura le don d'être un peu le caméléon pour se fondre un peu à la machine à café, pour écouter un peu tout le monde et s'assurer que tout le monde va bien. Et enfin, il nous en manque un. Cette entreprise, de temps en temps, elle ferait appel à un consultant externe, un expert qui est là pour diriger un projet précis, amener sa guidance, qu'on invite de par son expertise. On appelle ça, en Human Design, un projecteur. Le projecteur, c'est le guide. C'est vraiment celui qui est là pour voir ce que les autres ne voient pas. Et il est également, comme le manifestor et le réflecteur, un type que l'on dit non énergétique. Il a accès à une énergie qui est plus fluctuante. Lui, pour le coup, c'est à l'échelle d'une journée où vraiment, c'est un sprinter aussi. Il n'est pas spécialement calibré pour tenir 9h, 20h, comme pourrait encaisser un générateur qui est dans sa satisfaction. Donc, on a vraiment 2 grandes familles, les marathoniens, générateur, manifesting générateur, et les sprinters, manifestor, projector, réflecteur. Et j'insiste sur le côté sprinter parce que ça ne veut pas dire qu'ils ont moins d'énergie. Ils vont en avoir parfois même plus que les générateurs, mais sur un laps de temps beaucoup plus court, qui nécessite plus de repos derrière. Ok, mais c'est très clair. J'adore la métaphore que tu as utilisée. En plus, c'est complètement raccord avec le monde du podcast, enfin de ce podcast et tout le monde de l'entreprise. C'est quoi les idées reçues que tu as pu entendre sur le Human Design? Déjà, voilà, moi j'en avais beaucoup. Ouais. Même moi aussi, j'en ai. Je suis quand même passée d'un rôle de notaire, tu vois, le truc hyper sérieux. Moi, j'analysais le code civil à la base, à être dans cet outil qui peut être considéré comme perché. Donc, c'est trop perché, premier préjugé, et ça peut complètement. Et c'est un outil qui est de construction ésotérique. Il y a de l'astrologie, il y a des chakras, il y a du I Ching. Mais à cette objection-là, j'ai envie de répondre juste d'être curieux. En fait, il n'est pas question d'y croire, de l'appliquer ou quoi que ce soit. Il est juste question d'avoir une curiosité sur son propre fonctionnement. Et étant par ailleurs coach certifié, j'aime beaucoup le ramener à du concret. Et il y a cette phrase de Carl Jung que j'aime beaucoup,
qui indique « Tant que nous ne rendrons pas l'inconscient conscient, il dirigera notre vie et on appellera ça le destin. » C'est un peu dans cette idée-là, en fait, que le Human Design va nous expliquer comment on fonctionne pour juste gagner en fluidité, libérer certaines frictions et mettre notre énergie sur des choses plus importantes que, par exemple, la prise de décision, parce qu'on va le voir, elle est presque expliquée par A plus B dans notre design. Un autre préjugé que j'ai, et tu l'as évoqué en début de ce podcast, c'est que ça paraît hyper compliqué. Ah ouais, moi quand j'ai vu ma carte, j'ai mais c'est chaz, non mais ça ressemble à rien. C'est des triangles, des carrés, des lignes pleines, pas pleines. Ouais. Incompréhensible. C'est pour ça que vraiment, si vous allez voir votre body graph, je vous invite soit à avoir un bon bouquin à côté, soit à aller voir un analyste ou un coach professionnel qui pourra vous l'analyser. En fait, j'ai envie de te dire, c'est comme une langue étrangère. La première fois que tu vois une langue étrangère, tu pannes rien. Et puis, tu commences par savoir dire bonjour. Et puis ensuite, merci. Et de fil en aiguille, tu vas pouvoir l'appréhender. Donc, au premier regard, effectivement, c'est très intimidant. Mais au final, quand on commence juste à y aller petit à petit, comme une langue, on se rend compte à quel point ça va être un outil extrêmement puissant. Il faut vraiment y aller couche par couche. Moi, je vois ça un petit peu comme un oignon, sauf que normalement, on pleure pas à la fin. C'est pas le but, non. Non. Mais des fois, par l'acceptation que ça nous amène, l'explication, parfois même du soulagement, ça peut amener quelques larmes, mais qui sont toujours très positives. Ouais, celle de la connaissance de soi et qui éclaire certains éléments qui peuvent rester obscurs des fois pour nous. Moi, c'est vrai que l'optique de ton invitation sur le podcast, c'est parce que j'y vois aussi en intérêt quand on est manager. Complètement. Pour toi, en quoi ça pourrait être utile de s'intéresser au human design quand on est manager? Pour une raison très simple. Imagine, tu veux jouer à un jeu vidéo. Alors, j'y joue beaucoup. Donc, parfait. Et moi, j'arrive avec mon petit human design. Bonjour Claudie. Tiens, regarde, la soluce. C'est vraiment en ça que le human design, je trouve ça que c'est un outil extrêmement game changer. À chaque fois qu'on est dans la relation avec l'humain, quelle qu'elle soit. Parce que ça va nous amener une compréhension très précise. Alors, et de prime abord de nous-mêmes, clairement, mais également de l'autre. De se rendre compte à quel point nous sommes uniques. On l'a vu sur ce tout premier niveau de lecture, ne serait-ce que par l'énergie. Un générateur manager qui aurait en face de lui un projecteur. Le projecteur, vraiment, il va être très efficace, je le redis, mais sur un plus court laps de temps. Et il va avoir besoin de prendre plus de pauses dans la journée, un peu comme un ressort. Il faut vraiment qu'il se repose pour repartir de plus belle. Sauf que quand tu as un générateur qui est calibré pour être une abeille butineuse H24 qui voit ça, il a l'impression d'avoir une feignasse en face de lui. Il comprend pas. Alors que s'il connaissait le fonctionnement de cette personne, il serait en mesure véritablement de pouvoir le mettre dans les postes, dans les missions qui sont les plus efficaces pour lui, pour gérer son énergie et le rendre encore plus performant. Au-delà de ça, même dans les configurations d'équipe, ça va être de comprendre qui peut être le pilier émotionnel de l'équipe, qui va vraiment être un as de la stratégie, dans la communication également, de comprendre encore une fois que nous avons des systèmes de communication uniques et on a tellement tendance, moi je l'ai vu quand j'étais notaire associé, à croire et à projeter sur l'autre notre fonctionnement, ne comprenant pas pourquoi il n'a pas du tout la même implication professionnelle que nous. Arriver à comprendre pourquoi l'un est impulsif, pourquoi l'autre est plus réceptif dans la communication. Et moi, un des plus gros avantages que je vois aussi, c'est dans la prise de décision. C'est un outil de prise de décision. Parce que le human design part du principe que notre mental n'est pas fait pour prendre des décisions. Parce qu'il est intégralement façonné, on l'a évoqué avec les autres tests de connaissance de soi. Il est façonné par ce qu'on a vécu, par nos croyances. De fait, le human design revient à des systèmes de prise de décision qui sont plus instinctifs, corporels, intuitifs. Et je fais une parenthèse, c'est tout à fait une théorie qu'on retrouve également dans les travaux de Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie en 2002, qui a écrit un livre, ne le lisez pas, c'est infernal, qui s'appelle Système 1, Système 2. Oui, et tout à fait. Déterminé, on a tous entendu parler, qu'on a un système de prise de décision qui est cortical, analytique et lent. Alors, je sais jamais si c'est le 1 ou le 2. Et un deuxième système de prise de décision qui est plus instinctif, émotionnel, amygdalien et rapide. Eh bien, on va retrouver la même distinction dans le human design. Et ce qui explique aussi que bon nombre de grands managers aujourd'hui, je pense à Elon Musk ou bien à Jeff Bezos pour Amazon,
répètent régulièrement dans les interviews que leurs plus grosses décisions ont été prises non pas avec la tête et les chiffres, mais avec les tripes et avec le cœur. Dans le Human Design, on retrouve et on a analysé 7 types de prises de décision différentes qui sont propres à chaque individu. Donc, de fait, on peut déterminer si on a une prise de décision qui va plutôt être même corporelle, dans le ventre, dans les tripes. On appelle ça l'autorité sacrale, qui fait référence au chakra sacré, d'où son nom. Là, ça va concerner bon nombre de générateurs et manifesting générateurs, mes petites abeilles, qui savent instinctivement dans le ventre quand c'est un oui ou quand c'est un non. On va avoir des autorités que l'on dit émotionnelles, c'est quasiment 50% de la population mondiale, sauf que là, ça va être de leur expliquer, OK, maintenant je vais t'apprendre à reconnaître ta vague d'émotions et à arrêter d'être dans la spontanéité où tu vas te dire 2 heures après, oh, pourquoi j'ai fait, ouais. On a des autorités que l'on dit spléniques, qui sont vraiment liées à l'instinct, à ce qui va être bon pour elles et les garder en sécurité. C'est quelque chose de très fugace. Et puis, comme ça, on en a toute une petite flopée. Comprendre les stratégies de prise de décision pour soi et son équipe, mais pour moi, c'est avoir un super pouvoir. C'est arriver à savoir qui se fie à son instinct, qui est calibré pour le coup, lui, à peser le pour et le contre, qui a besoin de consulter l'entourage avant de trancher, qui peut y aller juste en suivant ses tripes et se fier à ça et s'amener énormément d'apaisement, d'allègement, de perdre moins d'énergie aussi. Si on part du principe, je prends mon exemple, je suis générateur sacral. Moi, je sais que mes prises de décision aujourd'hui, je ne connais que 2 réponses. Oui ou non. J'ai envie ou j'ai pas envie. Et moi, ça se passe pas dans la tête, ça se passe dans le ventre. C'est très exactement comme lorsqu'on me propose, je dis n'importe quoi, un plat de sushi ou des tripes. Dans le ventre, ça va faire la même chose. Et ça marche pour toutes les prises de décision. Reconnaître comment c'est pour moi un oui, reconnaître au contraire quand tout va se verrouiller et que ça va être un non. Et de savoir ça, je lâche totalement le mental et de me dire oui, mais tu comprends, oh là là, mais si je dis non, mais je vais l'embêter, je vais passer. Non, j'ai pas envie. Fin de la discussion. Et ça m'amène une liberté dans ma prise de décision qui est phénoménale et une rapidité aussi. Oui, c'est ça. C'est que tu passes pas 10 ans à, comme tu dis, à peser le pour et le contre et tout parce que ça ne correspond pas à ton mode de fonctionnement. Exactement. Et aux bonnes décisions pour toi. Tout à fait. Okay. Et j'insiste juste sur le fait qu'il y a des autorités qui ont besoin de plus de temps. Oui, Par exemple, une autorité émotionnelle, va avoir besoin de quelques heures, voire 2-3 jours, de laisser calmer ses émotions avant de se décider. Mais de savoir ça en face de nous, c'est d'arrêter de la presser. Qu'est-ce que tu veux? Bon, tu t'es décidé. Non, parce que tu comprends, là, il n'y a plus le temps. Imagine quelqu'un de très instinctif qui va parler à quelqu'un qui a besoin de temps. On se comprend plus, en fait. Ouais. Et on sait combien ces problèmes de communication dans les équipes, c'est le problème numéro 1. Parce que comme tu dis, on projette son mode de fonctionnement sur les autres et on a du mal à comprendre des modes de fonctionnement complètement différents du nôtre. Donc, moi, je suis une grande fan de tous ces outils. Bon, comme tu as dit, le DISC, le MBTI, le process comme tout ça, parce que ça permet de mieux savoir, nous, comment est-ce qu'on fonctionne, mais aussi d'accepter et de comprendre le fonctionnement des autres. Et ça commence déjà par ça, d'arriver à se mettre à la place de l'autre et de comprendre son fonctionnement pour l'accepter. Et comme tu dis, de pas se retrouver dans des situations conflictuelles ou compliquées pour pas grand-chose au final. C'est juste que c'est de la mauvaise compréhension et des fois ça part en live pour rien. Et puis, est-ce que tu aurais le principal avantage, c'est déjà avant toute chose de se connaître soi. Parce que pour être un bon manager, pour être un bon entrepreneur, pour être un bon chef d'entreprise, il faut avoir confiance en soi. Finalement, le leadership, pour moi, c'est vraiment une question de confiance. On suit un leader parce qu'on suit la personne qui a l'air le plus sûre d'elle. Et on s'y abandonne quelque part. Mais de ce fait, gagner en confiance, c'est savoir comment on fonctionne soi-même. D'être à l'aise dans ses prises de décision, d'être à l'aise dans ses talents, ses forces, de savoir comment aller trouver les opportunités. Déjà, rien que pour soi, mais c'est un outil que je trouve, il a changé ma vie, donc. C'est comme les enfants, c'est le mien le plus beau. Mais c'est dans cette idée-là, quoi. Ouais, complètement. Je sais que tu as accompagné énormément de personnes dans le Human Design, notamment en faisant ce qu'on appelle des lectures, si je dis le bon mot. Lecture ou analyse, c'est en one shot où on décrypte le fonctionnement. Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager de personnes pour qui le Human Design a aidé à surmonter un défi au travail ou dans sa vie professionnelle? Ah là là, il y en a plein.
Alors, je te dis mais ça peut être 2 ou 3. Hein. Vous avez 3 heures? Mais non, t'es direct et synthétique, donc on n'en aura pas pour 3 heures. Exactement. Déjà, je vais parler d'un exemple qui s'est passé ce matin. Alors là, c'est tout frais. Une discussion AMP avec une de mes abonnées sur Instagram, une plateforme sur laquelle je suis très active, qui a un profil en Human Design que l'on dit 4-6. Le profil en Human Design, c'est un peu le rôle qu'on va jouer dans notre vie. Il est unique à chaque personne et c'est la combinaison de 2 chiffres. Moi, je suis 5-1, cette personne était 4-6. Cette personne est entrepreneur. Peut-être que si elle écoute ce podcast, je l'embrasse et j'espère que ça va bien se passer pour elle. Et elle m'explique qu'aujourd'hui, elle a pas mal de difficultés parce qu'elle s'est lancée à son compte. Elle est freelance dans l'aménagement d'intérieur. Et puis, elle était super embêtée parce qu'elle me dit, je sais pas comment développer mon entreprise. J'arrive pas à communiquer sur les réseaux. Je sais pas quoi faire. Alors moi, ça m'énerve. Ça m'énerve profondément parce que déjà, de base, il faut arriver à se détacher de cette croyance qu'il n'y a qu'une seule façon d'entreprendre et que cette unique façon est de faire des playbacks en réel face cam sur Instagram. Déjà, on va arrêter ça tout de suite. Être entrepreneur aujourd'hui, déjà, c'est pas synonyme de réseau social. Et être entrepreneur, je fais l'aparté aussi, c'est pas forcément le but ultime d'une vie professionnelle, à croire que beaucoup trop de personnes voient l'entrepreneuriat comme la version évoluée du Pokémon, quoi. Donc, pas forcément. Je ferme la parenthèse. Cette personne-là, ligne 4, dans son Human Design, c'est quoi la ligne 4? C'est vraiment le réseauteur. C'est la personne de réseau, mais pas forcément de réseau social. Parce qu'en fait, quand on connaît son Human Design, une ligne de 4, elle est pas super douée avec les inconnus. Elle arrive pas trop à parler aux gens qu'elle connaît pas. Contrairement à une ligne 5 comme moi. Je peux parler avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Mais le 4, il a besoin d'un point de référence. Il a besoin de quelqu'un qui connaît pour pouvoir s'ouvrir. Et surtout, en tant que bon réseauteur, le terme exact n'est pas très heureux, puisque dans les livres, on appelle ça l'opportuniste, mais il faut pas y voir de connotation négative. Eh bien, la ligne 4, c'est la meilleure dans le bouche à oreille. C'est la meilleure dans le présentiel. Juste de discuter avec cette jeune femme sur Instagram, sur une dizaine de MP, et de lui expliquer ça, et de lui dire, non mais attends, tout est normal. Si t'aimes pas ça, que déjà t'es pas consommatrice, et qu'en plus dans ton Human Design, je vois que t'es ligne 4, mais arrête les réseaux. Va prendre ton bâton de pèlerin et va regarder s'il y a des réseaux professionnels ou entrepreneuriaux dans ta ville. Va connecter avec une copine qui est peut-être dans une agence immobilière. Va trouver des points d'ancrage et libère-toi de cette pression de devoir aller sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas câblé pour ça. Et là aussi, ça lui a amené un énorme sentiment d'apaisement. Dire oui, t'as raison, je suis tellement meilleure en bouche-oreille. Ben oui, jusque-là, tout est normal. Donc, un exemple tout bête, c'est vraiment le Human Design peut nous apprendre à communiquer. Un autre exemple que j'ai en tête, c'est une jeune femme qui est générateur, qui était chef d'équipe et qui avait énormément de mal à déléguer. Elle se noyait dans le micromanagement. Elle n'arrivait pas à faire confiance, à laisser des tâches, donc elle ressentait de la frustration, perte d'énergie. Elle en était même à se demander est-ce que je suis pas en pré-burnout, est-ce que je vais pas quitter mon job. On prend le temps de discuter, je prends le temps de regarder son Human Design. En fait, je lui explique son fonctionnement. Qu'en tant que générateur, et s'il y en a qui nous écoutent, le succès du générateur est proportionnel à son niveau de joie. C'est pas plus compliqué que ça. Au quotidien, ça l'est moins. De fait, ça a été d'analyser avec elle toutes ces tâches, ces micro-tâches qui vraiment la drainaient, l'épuisaient, la frustraient, et essayer de voir comment les déléguer. Parce qu'en plus, dans son bodygraph, dans sa cartographie, elle avait le centre de la gorge, qui est notre communication, qui est un peu sur off. Donc, un peu compliqué pour elle de communiquer. Donc, on l'a travaillé ensemble pour qu'elle puisse donner des directives claires, encourageantes à son équipe. Elle a délégué de plus en plus. Elle les a laissés prendre des initiatives. Ça a développé sa confiance dans son propre management et en elle. Et à côté de ça, elle ne faisait que les tâches. Il était vraiment dans sa zone de génie. Donc, satisfaction plus, énergie plus. Et ça, cercle vertueux. Mais ne pas savoir ça, ne pas savoir ce fonctionnement et presque cette règle très simple. Un générateur, je prends cet exemple-là, doit vraiment chercher des activités qui le remettent en énergie. C'est-à-dire qu'il peut commencer quelque chose un peu flagada, mais il va les finir encore plus en forme que quand il ne les a commencés. Là, il tient sa zone de génie, clairement. Et donc, c'est de voir comment il peut en faire plus. Des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Les manifestors.
les manifestors qui ont une peur viscérale du rejet. Le manifestor, c'est vraiment celui qui initie. Dans mon exemple, c'était le PDG, le CEO, un petit peu dans cette image. Les manifestors qui arrivent à comprendre qu'ils sont câblés pour être clivants, que même dès qu'ils rentrent dans une pièce, parfois même sans avoir dit bonjour, ils ne comprennent pas de prime abord pourquoi certains vont dire « Ouh là là, lui, sa tête ne me revient pas, j'apprécie pas ». Mais de comprendre ce fonctionnement qui finalement est une certaine mécanique, d'accepter d'être clivant et d'accepter d'arrêter de vouloir faire l'unanimité dans le respect et la bienveillance, mais simplement de se focaliser sur les bonnes personnes et d'arriver véritablement à presque en faire des fans, bah là aussi, ça le ramène dans toute sa puissance. Parce que finalement, c'est de ça dont il est question. Un outil d'expérimentation. Il y a quelques principes, il y a des explications, mais le plus important, c'est de l'expérimenter au quotidien, de garder ce qui fonctionne pour nous, de laisser ce qui ne fonctionne pas, parce que j'insiste sur le fait que le but, c'est pas nous mettre dans des cases, c'est d'amener juste plus de fluidité, que ça soit plus simple. De se libérer, comme tu disais, je reprends ton mot, voilà, c'est dans tous les exemples que tu as cités. Ouais, c'est vraiment s'autoriser à être qui on est, parce que ça demande une énergie de dingue d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et ouais, je retiens vraiment le côté que vraiment dans les 3 exemples que tu as cités, c'est ça, c'est se libérer de ce qu'on croit, de ce qu'on dit, de tout ça, pour oser être soi-même et être trouver ce qui marche, son mode de fonctionnement. Ouais, exactement, et de se rendre compte que ça fonctionne d'autant plus en fait. Ouais, et là, vraiment, cette histoire de réseaux sociaux, ça m'agace parce que c'est plein de personnes qui viennent m'en parler. Forcément, moi, je suis dessus. Mais de fait, détachez-vous de cette croyance. On peut être entrepreneur sans être sur les réseaux. Ça fonctionnait très bien avant, sans. Exactement. Regardez, hier, il y a eu une panne générale. On s'est tous dit qu'il fallait développer la liste email. Ah ouais, non, mais de toute façon, ça arrive ça à chaque fois. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que le Human Design t'a appris le plus sur toi? Vraiment, la chose dont tu ne te doutais pas. Alors, c'est délicat parce que même si j'ai 33 ans, on ne dira pas la réalité. On ne dira pas la réalité. Mais même de manière générale, il y a très rarement des choses que l'Human Design va nous expliquer où on va se dire « Oh, c'est pas vrai !» Non. Mais par contre, ça va vraiment nous donner un vocabulaire sur ce qui était jusqu'à maintenant des ressentis et ce qui pouvait être parfois des coïncidences sur lesquelles on ne portait pas vraiment notre attention. Il peut venir nous expliquer que c'est en fait un process véritable sur lequel on va pouvoir se reposer en confiance. Et moi, ce qui a été vraiment game changer, ça a été de comprendre ma stratégie de générateur. La stratégie, c'est vraiment comment on va trouver nos opportunités, les bonnes personnes, etc. Chacun des 5 types énergétiques a une stratégie qui lui est propre. Le générateur doit répondre à la vie. C'est-à-dire qu'il va répondre aux stimuli extérieurs et presque, j'ai envie de dire, à attendre que ça vienne un peu tout seul. C'est un peu plus complexe que ça, je résume. Le manifesting générateur va aussi répondre à la vie, puisque c'est un petit peu un cousin du générateur, et penser à informer les gens de ce qu'il prévoit. Le manifestor doit impérativement informer les personnes impactées par ses actions. Lui, c'est le seul qui peut initier dès qu'il a une idée. Lui, il attend le signe de rien, ni quoi que ce soit. Par contre, il faut qu'il pense à informer. Sinon, il va avoir de la résistance. Le projecteur doit attendre l'invitation, attendre la reconnaissance, être vu, travailler sa réputation. Parce que les projecteurs ont tendance à toujours vouloir nous donner leur avis sur la situation. Je vis avec un projecteur, donc je connais bien. Mais si on les a pas sollicités, ils ont quand même une chance sur 2 qu'on les écoute pas et qu'on en ait rien à cirer. Et le réflecteur doit se laisser le temps un petit peu dans sa stratégie. On appelle ça entendre un cycle lunaire. Pas obligé d'attendre 29 jours, mais de se laisser le temps que les opportunités arrivent. Moi, en tant que générateur, ça a tout changé parce que comprendre que je suis pas câblée pour scroller mon compte CPF pour chercher une formation. Je suis pas câblée pour chercher un coach. C'est comprendre que si je fais ce qui me plaît, et quoi que ce soit, ça peut être de la céramique, on s'en fout. Rien que quelque chose qui me met en joie, tout en ayant néanmoins une idée à peu près claire de ce que je veux vivre, eh bien finalement, ça va attirer quelque part les bonnes opportunités, les bonnes personnes. Ça peut paraître un peu perché dit comme ça, mais j'insiste sur cette notion d'expérimentation. Et s'il y a des générateurs qui nous écoutent, rendez-vous compte par le passé que vos plus belles opportunités, quelles qu'elles aient été, sont venues de quelqu'un d'autre, d'une proposition de quelqu'un, d'une rencontre, et n'ont pas été des choses cherchées avec le mental. Et ça a été game changer parce que je l'applique tous les jours dans mon business. Le peu de fois où je me suis pas écoutée, où les peurs ont été les plus fortes, parce qu'on
retrébuche quand même, où j'ai lancé, par exemple, des offres uniquement avec le mental, alors que je ne répondais à rien. Je suis même pas sûre que mon mec ait cliqué. Donc, c'est pour dire que ça a été un échec intersidéral. Et qu'à côté de ça, quand j'ai vraiment attendu ma stratégie, je pense notamment à ma formation en Human Design qui existe aujourd'hui, je savais que je voulais transmettre, mais je ne savais pas quand. Je ne savais pas grâce à qui. Je ne savais pas comment. J'ai simplement fait en attendant ce que j'aime faire, parler de HD, jusqu'à ce que, quelques semaines après, arrive la fameuse phrase que tous les générateurs attendent. Dis donc, tu voudrais pas me former? Et là, c'est parti et ça a été un succès. Donc, comprendre ma stratégie, ça m'a amené vraiment un apaisement quelque part et une confiance aussi. Ça m'a vraiment développé une certaine foi. J'utilise simplement ce terme dans la notion de croire en quelque chose que je vois pas, mais de faire confiance quelque part que si je suis dans mon alignement, c'est-à-dire que je pense, je ressens et je dis quelque chose qui est congruent, je dis la même chose, eh bien, toutes les opportunités se présentent à moi. Donc vraiment, cette notion de stratégie qui fait partie des fondamentaux du Human Design, savoir naviguer dans son environnement, c'est une libération. Ce fameux mot qui revient encore. Qui revient encore. Ok, j'espère en tout cas que ça aura donné envie aux personnes qui nous écoutent de découvrir cet univers. Avant de nous quitter, j'ai la question habituelle que je demande à chaque fois. Est-ce que tu as une ressource, ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être un film, YouTube, peu importe, qui a marqué ta carrière, ta vie professionnelle? Ça peut être lié au Human Design ou pas du tout. Là, c'est de façon plus générale. Est-ce que tu as quelque chose à conseiller? Alors, je vais pas être hyper originale. J'aimerais vous sortir un truc dont personne n'a jamais entendu parler. Mais moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidée parce que je suis quelqu'un qui peut potentiellement lâcher assez rapidement si je vois pas de résultat. Et comme tout bon entrepreneur qui se respecte, on devrait avoir une espèce de kit, tu vois, de l'entrepreneur avec les gros bouquins à lire qui ont vraiment la fame. C'est l'effet cumulé. Je suis en train de checker l'effet cumulé. C'est Darren Hardy qui a écrit ce livre. Et vraiment, pour le coup, c'est un livre que j'avais depuis un moment, que j'avais lu quand j'étais encore notaire. Et je sais pas, il m'a pas marqué. Parce que je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas le niveau de conscience pour en saisir la pertinence. Et étant entrepreneur, je l'ai relu. Et vraiment, cette notion de conserver les efforts et de voir en fait l'accumulation dans le temps où ce sont finalement les petits 1% de plus, 1% d'efforts, où je sais pas, il prend parfois l'exemple de la perte de poids, peut-être, je sais pas, les 100 calories par jour, et ben, qui sur une longue période vont faire la différence. Donc, ça m'a vraiment reconnecté à cette notion de persévérance, de faire confiance, un peu cette phrase, trust the process, fais confiance au process, de vraiment me dire, écoute, lâche pas, tu ne le vois peut-être pas tout de suite, mais ça va payer. Et on parlait des réseaux sociaux, ben clairement, on est dans l'effet cumulé. L'entrepreneuriat, on est dans l'effet cumulé. Et même, j'ai envie de dire, le management, la confiance, la construction de l'équipe, parce que c'est son rôle finalement. Le bien-être au travail et rendre son équipe performante, ben c'est pas du jour au lendemain. C'est plein de petites actions qui vont faire qu'au final, ça va être énorme. Moi, c'est vraiment... Alors, je n'ai pas lu le livre, mais je parle souvent de l'effet cumulé, notamment dans mes newsletters ou même dans mon accompagnement Manager 360. J'en parle pas mal dans les lives. C'est la multiplication des petites actions au quotidien. Exactement. Les petits feedbacks, les petites félicitations en passant, les fameux entretiens réguliers qu'on peut faire toutes les semaines avec chaque personne. C'est cette multitude de petites actions qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui, au fil du temps, vont créer ce lien de confiance avec chaque personne, avec l'équipe, et qui permet de faire progresser l'ensemble. Moi, j'y crois à fond, mais c'est vrai que j'ai pas lu le bouquin. Il est un peu daté aujourd'hui, je trouve, dans les exemples, mais il reste quand même, il se lit assez vite. Ouais, c'est ça l'avantage. Ouais, je sais qu'il se lit assez vite. Il est pas très. Et c'est vrai que sur ce que tu évoquais en management, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir tout ça quand j'étais encore notaire. J'aurais été un petit peu moins dragon. Big up à tous mes anciens collaborateurs. Et vraiment, par exemple, juste les victoires. Prendre le temps chaque jour avec ses équipes de juste se donner notre petite victoire du jour, qu'il s'agisse d'avoir juste répondu à un client qui nous met un peu la boule au ventre, de pas avoir mangé les croissants qui se trouvent dans la cuisine, ou d'avoir signé un énorme dossier. On oublie, quand on a la tête dans le guidon, tout le chemin qu'on parcourt. Et par rapport à cet effet cumulé, parfois on peut un peu l'oublier. Se dire, oh là là, mais c'est nul, j'ai moins de visibilité sur Instagram ou quoi que ce soit. Ouais, mais attends, cocotte, t'as 14 000 abonnés.
tu les avais pas il y a un an. Regarde le chemin parcouru. Ah ouais, quand même. Faut effectivement, comme tu dis, créer la confiance déjà personnelle, mais aussi avec les autres. Ça passe par cette multitude de petites actions. Complètement. Du coup, pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur le Human Design, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver la pro du Human Design? Yeah. Eh bien, moi, je suis principalement sur Instagram, un an de déplacement. Je vous promets, j'essaye de venir sur LinkedIn. Franchement, ça peut être super intéressant, mais je suis un peu en galère. Par contre, je suis très active sur Instagram où vous me retrouvez sous le nom de mon entreprise qui est Sun of Mind, soleil de l'esprit, donc sun_of_mind. Vous me retrouvez aussi sur mon site internet où vous pouvez générer gratuitement votre bodygraph pour voir un petit peu en fonction de ce que vous avez entendu aujourd'hui, quel est votre type et quelques clés, sunofmind.fr. Et ainsi, on a le côté des analyses en one shot pour découvrir son mode d'emploi, l'accompagnement de coaching complet quand on veut atteindre un objectif et pour ceux qui s'y intéressent aussi. Et j'ai des managers, la formation Human Design pour maîtriser l'outil et s'en servir principalement pour soi, mais également pour les autres. Bien évidemment, tous les liens seront dans la description de l'épisode. Vous avez juste à cliquer pour en savoir plus et il y a toutes les infos, le lien de ton compte Insta, le lien de ton compte LinkedIn et le lien vers le test aussi de Human Design. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup pour tous ces détails. Merci pour votre écoute et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.